Alors, donc on va s'intéresser à un problème que j'ai eu en L3. Donc c'est un vrai ou faux. C'est soit G un groupe fini. Donc on prend cardinal de G plus grand que 1, sinon c'est trivial. Et on suppose que pour tout x et y différent du nôtre, il existe taux appartenant à haute de G tel que taux de x égale y. Donc on peut envoyer tous les éléments du groupe par un automorphisme du groupe G. Voilà. Alors, le vrai ou faux, comme il avait été posé, donc vrai ou faux, c'était G est abélien. Donc là, on arrive à ce point-là. On se dit, bon, alors s'il faut chercher un contre-exemple, on a envie de regarder le plus petit groupe possible qui n'est pas abélien. Donc en L3, je vais regarder, je m'étais dit, on regarde les permutations de 3 éléments, parce que c'est un groupe à 6 éléments. Et je me suis dit, bah, est-ce qu'on peut construire quelque chose qui va envoyer une permutation, une transposition sur un 3 cycles. Et je m'étais rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un problème. Là, on a un ordre 2, et là, on a un ordre 3. Et je me suis rendu compte que quand on prend un automorphisme, on doit envoyer les éléments d'ordre 2 sur des éléments d'ordre 2. Donc je me suis dit, bah déjà là on a une piste, on peut commencer par regarder les ordres des éléments de ce groupe-là. Donc j'ai pris l'ordre de G plus grand que 1, donc soit P, donc un nombre premier, et que P divise G. Donc on est dans un groupe fini, on utilise le théorème de Cauchy. Donc il existe x appartenant à G, donc l'ordre P. Et maintenant, on va utiliser notre propriété, c'est que si on prend un autre élément du groupe qui n'est pas le nôtre, on sait qu'on peut envoyer cet élément sur tout autre élément du groupe. Donc, soit y appartenant à G est différent du neutre, il existe, donc là je fixe x, donc il existe taux tel que taux de x égale y, et donc une petite propriété des automorphismes, on regarde taux de xp, donc taux c'est un morphisme, donc ça fait taux de x puissance p, mais taux de xp c'est, vu que x est l'ordre p, c'est taux de e, donc ça, élément neutre, mais ça me fait e. Et taux de x puissance p, ça me fait y puissance p. Donc y ce n'est pas le neutre, et y à la puissance p vaut e, donc y est d'ordre p. Donc là c'est le premier pas, on se dit, bon, alors on a regardé les ordres, tous les éléments vont avoir le même ordre. Et ça va donner une autre information sur le groupe, parce que si on prend donc, soit Q, un nombre premier qui divise l'ordre de G, par le théorème de Cauchy, je peux trouver, il existe Z d'ordre Q. Mais comme on a montré que tous les éléments étaient d'ordre P, du coup, Q égale P. Donc là, on a montré quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que si on prend un nombre premier qui divise l'ordre de G, forcément, c'est P. Donc on a une autre information, c'est que G, on a montré que G est un P-groupe. Donc on revient à notre problème. Donc nous, on se posait la question, vrai ou faux, est-ce que G est abélien? Là, on a vu que si on regarde, on va envoyer tous les éléments, on peut échanger tous les éléments entre eux. Donc c'est un groupe qui est très bien mélangé, en quelque sorte. Et tous les éléments ont le même ordre. Mais nous, on s'intéresse au fait que G soit abélien. Et on a un P-groupe. Donc qu'est-ce qui est intéressant avec les P-groupes et qu'est-ce qui est intéressant avec le fait de montrer qu'un groupe est abélien? On va s'intéresser au centre. Donc nous, on aimerait montrer que G
est égal à son centre, et ça permettrait de montrer que G est abélien. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les p-groupes? Eh ben, un p-groupe, le centre n'est pas réduit au neutre. Donc, comme G est un p-groupe, il existe X différent du neutre tel que X appartient à Z de G. Et donc maintenant, l'idée c'est de se dire, j'ai un élément qui est dans mon centre, et on n'oublie pas la propriété très forte qu'on a demandé ici, c'est qu'on peut envoyer notre élément X sur tout le monde. Et donc l'idée là, c'est qu'on veut prendre un autre élément, donc on prend soit Y, donc toujours appartenant à G privé du neutre, et on veut montrer que Y il est dans le centre de G, et là on va donc montrer que le groupe est abélien. Donc il existe, on a vu qu'il existe taux tel que taux de X égale Y. Donc je veux montrer que G commute avec tout le monde, donc je prends un autre élément, soit Z appartenant à G, et j'ai envie de montrer que montrons que ZY soit égal à YZ. Donc, vu que taux est un automorphisme, il existe un petit a dans G tel que Z est égal à un taux de A. Pourquoi on va faire ça? Parce que là, on sait que Y c'est l'image d'un élément du centre. Donc nous, on veut revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? On écrit YZ. YZ, je ne peux pas utiliser de propriété sur mon Y, il faut que je revienne en arrière parce que je sais que j'ai pris un X qui est dans le centre de mon groupe. Donc, Y c'est le taux de X. Taux c'est un automorphisme, donc en particulier surjectif. Donc Z, on a dit que c'était taux de A. Taux est un morphisme, ça nous fait taux de XA. Mais X est dans le centre du groupe, donc il commute avec tous les éléments, en particulier A. Donc ça nous fait taux de AX. Et là on reconnaît taux de A fois taux de X. Et on reconnaît, du coup, on a bien l'égalité ZY égale YZ. Donc je vais écrire là. Hop. Donc, Y appartient à Z de G, et en particulier, G est abélien. Donc là, c'était le petit exercice de L3. Donc la réponse, c'était vrai. C'est G est bien abélien dès qu'on met cette propriété. En fait, on peut avoir mieux. On peut déterminer tous les groupes qui vérifient ça à isomorphisme près. Pourquoi? Parce que G est abélien, c'est un p-groupe, mais surtout, tout élément de G est d'ordre P. Donc, en fait, comment on peut faire le lien avec ce qu'on va utiliser ici? C'est de se dire, on peut écrire le groupe de manière additive. C'est par exemple, si on dit soit G égale à xn, ym, là on a une notation qui est multiplicative, mais on peut l'écrire comme n fois x plus m fois y. Donc la loi de groupe, ici, elle est notée additivement, et du coup l'ordre se transmet en facteur. Sauf que vu que c'est bien un groupe qui est abélien, donc ça commute, mais les coefficients, n et m, vu que tous les éléments sont d'ordre p, ils appartiennent à fp, z sur pz. Donc en fait, on peut munir G d'une structure de fp espace vectoriel. Et là, du coup, on se ramène aux outils d'AG linéaire. On a vu que G était un p-groupe, donc le cardinal de G, c'est p puissance n.
Et là, en choisissant une base, enfin, c'est un espace vectoriel de dimension finie, on a donc fini d'éléments, on a que G est isomorphe. Alors, je vais écrire comme ça, Z sur PZ, puissance N. Donc, on a raffiné un petit peu l'exercice. De base, on s'intéressait juste au fait qu'il soit abélien. Là, on a trouvé, alors on a dit que si un groupe vérifie cette propriété-là, alors il est de cette forme-là. Et là, réciproquement, c'est bien le cas. Donc, si on prend G de cette forme-là, et qu'on prend donc soit X et Y, donc différent de 0 ici, je me place dans ce groupe-là, le nôtre c'est 0, il faut que je trouve un élément du groupe d'automorphisme qui envoie X sur Y. Mais en fait, si on regarde bien, un automorphisme, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va agir sur X et Y, les ordres vont sortir, et en fait, un automorphisme de groupe pour ce groupe-là, ça va être une application linéaire pour la loi additive qui est notée là. Donc, on peut construire une base dont X est le premier vecteur. Donc, on peut construire X, E1 jusqu'à En-1, Y, F1 jusqu'à Fn-1. Et donc, on considère l'application linéaire qui envoie la première base sur la deuxième, soit U appartenant à GLN du coup de FP, qui est ici égal au groupe d'automorphisme, si on considère ce groupe-là, de Z sur PZ puissance N. Et donc ça c'est juste de l'algèbre linéaire, et on a donc U est bien un automorphisme, et U vérifie bien, puisqu'on a envoyé une base sur l'autre, U de X égale Y. Donc ça, c'était un petit raffinement donc, sur l'exercice. Et du coup, je me suis posé une question. C'est là, on demande d'envoyer. Donc, en fait, on a regardé quelque chose. C'est qu'on a fait agir le groupe automorphisme de G sur G privé de E. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça signifie en termes d'action? Donc là, si on parle plus en termes d'action de groupe, c'est je vais être capable d'envoyer tous les éléments sur qui je veux. Donc ça en fait, c'est une action qu'on dit transitive. Et du coup, là, on s'est intéressé, on a déterminé tous les groupes pour lesquels cette action-là, elle est transitive. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on demande deux fois transitive? C'est-à-dire si on peut envoyer un couple d'éléments sur un autre couple, tel que je le souhaite. Et donc, il faut demander que le cardinal de G, c'est là, c'est plus une convention, donc je vais écrire ici. Donc, on va supposer que cardinal de G moins 1 doit être, vu qu'on doit agir deux fois, il est plus grand que 2. Donc, automatiquement, là, on va s'intéresser à des groupes. Donc, ça, c'est plus une convention, parce qu'on doit agir deux fois. Donc, on va s'intéresser à des groupes de cardinal minimum 3. Et on souhaite que l'action de haute de G sur G privé de E, on s'intéresse maintenant au cas de transitif, c'est-à-dire je prends un couple d'éléments distincts, je vais l'envoyer sur n'importe quel autre couple. Donc, en particulier, là, on sait, parce qu'on a fait ici deux transitifs, c'est en particulier un transitif. Donc, on sait déjà que G est de la forme Z sur PZ puissance N. Ok, très bien. Et donc maintenant, on va voir si le fait de demander d'être deux transitifs, est-ce que ça va jouer donc, sur le N, sur le P, et on va voir qu'est-ce que ça va donner sur la structure. Donc, pour ça, on va fixer donc V appartenant à Z sur PZ puissance N non nulle. Et du coup, si je regarde le stabilisateur de V, vu qu'on était deux transitifs, vu que je stabilise V, je choisis d'envoyer V sur V, j'agis encore, puisque je peux envoyer une autre personne, un autre élément sur qui je veux, du coup, cette action-là, elle va rester transitive sur G privé de E. Et de V, non? Et de V, pardon. Oui, tout à fait.
Et du coup, donc, si je prends G appartenant donc, à stabilité de V, j'ai G de V égale V, mais vu que G est linéaire, j'ai G de lambda V égale donc, lambda fois V. Donc en fait, là on a une information supplémentaire, c'est que ce stabilisateur de V, il agit trivialement sur la droite engendrée par V. Donc là, il y a deux cas de figure. C'est premier cas de figure, si la droite donc, engendrée de V privée donc, de 0 et V, si cet ensemble il est non vide, si cet ensemble il est non vide, je peux prendre un élément là-dedans et l'envoyer sur qui je veux dans le groupe. Donc ça veut dire que si W appartient à G, là, il va exister lambda V tel que G de lambda V égale W. Et donc, en fait, ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que du coup, le groupe, il serait donc égal à FP, donc à la droite engendrée par V. Donc ça veut dire que notre espace vectoriel, c'est une seule droite. Donc ça veut dire que G est isomorphe à un certain FP. Parce qu'il y a un espace vectoriel qui est réduit à une seule droite. Voilà, c'est donc notre espace FP. Et donc maintenant, je vais repasser là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire de supplémentaire ici? Si on regarde le groupe d'automorphisme de FP, c'est FP étoile. Et là, on demande à ce que FP étoile, du coup, il agisse sur FP croix FP, mais de manière de transitif. Donc, j'ai supposé que le cardinal de G... Alors attends, pourquoi FP croix FP? Pas FP croix FP, pardon. Oui. C'est privé de... oui, c'est ça. Voilà. C'est... il est en train d'ajouer... il agit de façon doublement transitive voilà. sur FP moins voilà. E. Moins E. Voilà. Tout à fait. Oui. Voilà. Et donc tout à l'heure, on a dit que pour être deux transitifs, il fallait que le groupe soit... on a vu que le cardinal de G devait être plus grand que 3. Donc ça nous dit que du coup, P est plus grand ou égal à 3, pardon. Et du coup, on peut prendre un A dans FP étoile qui n'est pas 1. Donc, sinon, ça voudrait dire que P était égal à 2. Donc, soit A appartenant à FP étoile avec A différent de 1. Je sais que je peux... donc je vais regarder le couple 1A. Je sais que je peux trouver... il existe B appartenant à FP étoile, tel que si on agit B sur 1A, ça va nous donner A1. Et ça, ça on sait que en fait, ceci, c'est égal à BA. Du coup, B égale A automatiquement. Donc, en fait, l'action de A sur 1A nous donne A1. Mais cette action-là, elle nous donne quelqu'un d'autre, c'est A carré. Donc, A au carré est égal à 1. On est dans FP étoile, qui est d'ordre P-1. Donc, P-1 égale 2. Donc, A est d'ordre 2 dans FP étoile. Donc, P égale 3. Donc, c'est-à-dire que si l'ensemble qu'on a écrit, donc juste ici, parce que là on a fait quand même une hypothèse, c'est que si il y avait d'autres éléments, si la droite engendrée par V, il y a d'autres scalaires, donc si cet ensemble-là il est non vide, automatiquement, G, du coup, est isomorphe à Z sur 3Z. Et du coup, il reste un autre cas, c'est qu'est-ce qui se passe si cet ensemble-là, il est vide.
Ouais. Donc, on suppose donc la droite engendrée par V égale à 0V. Ça, il n'y a pas beaucoup de possibilités. On remarque que V, du coup, est égal à moins V. On est en caractéristique 2. Donc, on a tout de suite P égale 2. Sinon, dès que P est un nombre premier différent de 2, on peut générer plusieurs droites par homothétie. Donc, G est isomorphe à Z sur 2Z puissance n. Et attention, on voulait que le cardinal de G soit plus grand que 3 par convention, donc avec n plus grand ou égal à 2. Et ça, ça suffit bien, il n'y a pas besoin de plus. Parce que si on prend un couple comme tout à l'heure, c'est vraiment... Ouais, les éléments non nuls différents sont libres, quoi. Voilà, les éléments non nuls différents sont libres, tout à fait. Et du coup, on peut envoyer, on complète les bases, on peut envoyer facilement un couple sur un autre. Donc là, on a vu... Un couple d'éléments distincts sur un couple sur d'éléments distincts. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, on a vu ce qui se passe pour une action 1 transitive, une action 2 transitive. Et du coup, on peut voir ce qui se passe pour 3 transitives. Ouais. Donc, ouais. Donc maintenant, il ne reste plus que ce dernier cas, quoi, finalement. Voilà. Donc maintenant, on suppose du coup que O de G agit sur G privé du neutre 3 fois transitivement. Donc maintenant, on regarde les triplets. Donc là, vis-à-vis de la convention, il faut que le cardinal de G moins 1, le cardinal ici, soit plus grand que 3. Donc, automatiquement, le cardinal de G est plus grand ou égal à 4. Donc, on est 3 transitifs, on est donc 2 transitifs. On perd Z sur 3Z qu'on a étudié tout à l'heure. Donc, G isomorphe à Z sur 2Z puissance n avec un n plus grand ou égal à 2. Donc là, tout à l'heure, on a vu que ce qui posait problème quand on agissait, en fait, c'était les scalaires, parce que le fait de préserver les droites, ça posait problème pour agir deux transitivement, puisque certaines droites, on demande de les laisser fixer, comme tout à l'heure avec le stabilisateur. Là, il faut préserver les plans. Et là, voilà, il va falloir préserver les plans, tout à fait. C'est-à-dire que là, maintenant, on va jouer plus sur la somme. Donc, vu que n est plus grand ou égal à 2, je prends soit E1, E2, que je complète en une base. Voilà. Différents zéros, hein, bien sûr. Vu que je suis 3 fois transitif, je peux considérer E1, E2 et E1 plus E2. Donc, comme on vient de dire, préserver les plans. Je sais qu'il existe G, tel que... du coup, je vais échanger les deux premiers. G de 1 égale E2, G de 2 égale E1. Du coup, qu'est-ce que ça me donne? Si je fais G de E1 plus G de E2, on va préserver la structure linéaire. Ça me donne G de E1 plus G de E2. Ça me donne E1 plus E2. Donc, on est obligé de fixer cet élément-là, mais l'action, elle est 3 fois transitive. C'est-à-dire que si je considère ce triplet, je peux l'envoyer sur tous les autres triplets du moment que les éléments sont distincts et non nuls. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que si je prends un élément qui ne vaut pas E1 ou E2, tous les autres sont égaux à celui-là. Donc, mon espace vectoriel il est très particulier. Si je garde les notations, c'est E1, E2 et E1 plus E2. C'est forcément un plan. Forcément un plan. Et là, on reconnaît un groupe très particulier. Déjà, on a une cardinal 4. Et G, il est isomorphe. Z sur 2Z, 3, Z sur 2Z.
Et je rajoute, là on a dit 3 transitivement, on pourrait ajouter au-dessus de 3, parce que du moment qu'on est n transitif pour n plus grand ou égal à 3, on sera, on a bien vu tout à l'heure, on sera 3 transitifs. Donc en fait, là, on peut, c'est pas que égal à 3, c'est supérieur ou égal à 3, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et donc, on se retrouve à ce groupe-là. Et pourquoi ce groupe-là, il est bien 3 fois transitif? En fait, si on regarde bien algébriquement en termes de groupe, ces éléments-là, on ne peut pas les distinguer entre eux. On fait la somme de 2 d'entre eux, on tombe sur le troisième. Et donc là, O2G, on sait que c'est GL2 de F2. Mais surtout, on a 3 éléments qu'on peut changer comme on veut. Donc on reconnaît un groupe qu'on connaît bien et qui est bien 3 transitif. Parce qu'il agit sur les 3 droites. C'est donc S3. C'est S3. Oui. Donc ça termine cette étude. Donc pour un petit résumé, si on regarde, donc je rappelle d'où on est parti, c'est O2G qui agit sur G privé de E. Qu'est-ce qui se passe si on demande un transitif? On a Z sur PZ puissance n. 2 transitifs, qu'est-ce qui se passe? Donc soit n égale 1 et on a Z sur 3Z, parce que on n'a que 1A carré. Soit n supérieur ou égal à 2, et là, vu que toutes les droites elles sont très simples, on retrouve celui-ci. Et si on prend 3, on a Z sur 2Z, 3, Z sur 2Z. Puis voilà, c'est la fin. Nickel, super chouette. Eh ben écoute, merci.